Simon a passé sa scolarité à regarder par la fenêtre. Il voulait que sa vie démarre, il voulait partir. Il inventait alors par le dessin d'autres pays, d'autres manières de vivre. Il imaginait des milliers de rencontres ailleurs, aux quatre coins du monde. Et un jour, il a réalisé ses rêves. Son voyage le plus marquant fut au mont Kailash, au Tibet. Aujourd'hui, il y retourne avec ses amis. Arik, artiste photographe new-yorkais, et Thomas, un caméraman français. Des 5 accès possibles pour gagner le Tibet, Simon et ses amis ont choisi de traverser la Chine par la route de la soie, jusqu'au Xinjiang et Kashgar, puis de rejoindre le Tibet en longeant le Taklamakan jusqu'au mont Kailash. Une aventure qui ne sera pas tout à fait celle qu'ils avaient imaginée. Nous sommes arrivés ce matin dans la capitale chinoise. Nous sillonnons l'immense ville en voiture. Ce qu'il y a à voir se trouve dans le quartier central, autour de la cité interdite, où trône l'immense portrait du grand timonier. Nous sommes heureux d'être en Chine, mais pour le moment, nous ne sommes pas très dépaysés. Artères démesurées, des milliers de voitures, une pollution omniprésente, une ambiance urbaine familière. Pendant 24 heures, nous allons nous imprégner de l'atmosphère pékinoise. J'ai rencontré Arik à New York en 2003. Son travail photographique se porte principalement sur le paysage. Il est capable de marcher des journées entières pour réaliser une seule photo. J'admire sa détermination et sa façon de travailler. Thomas est chef opérateur, il observe le monde à travers l'objectif de sa caméra. Un photographe, un caméraman et un dessinateur, 3 regards différents et 3 façons de vivre le voyage. It's been a very strange experience being here. I don't think I really like the city very much. It's a very big, oppressive type of situation where the individual is very small in the scale of the architecture, having to do with communism, having to do with the party, and it's not very intimate. As an artist, I have to believe in the importance of the singular human vision, of the individual having an important role to play in developing culture and ideas. I think maybe perhaps why I find this so difficult here is that the individual's is dwarfed by the scale of the party. It's not important. One person's idea, one person's vision, everything is in service to the greater whole. Après 48 heures de vagabondage, nous décidons de nous mettre en route. Direction la gare centrale, pour entamer les 4500 km de route de la soie qui nous séparent de Kashgar, à la frontière du Tibet. Notre prochaine destination est Dunhuang, ancienne oasis millénaire à la frontière du désert du Taklamakan. Pour y arriver, nous avons près de 2000 km à parcourir. 2 jours et 2 nuits seront nécessaires. Les heures s'écoulent. Par la fenêtre, un kaléidoscope de paysages défile sous nos yeux. Nous portons un toast au commencement de cette aventure. Que la route soit belle. Le train est confortable malgré la cohabitation. Des vendeurs ambulants rompent la monotonie des heures et proposent toutes sortes de marchandises. Nourriture, thé, friandises, cigarettes, babioles en tout genre. Cette femme, par exemple, récite pendant d'interminables minutes les louanges de ce stylo.
Mais que peut-elle bien trouver à dire sur ce bout de plastique? Simon, c'est quoi ça? C'est un stylo lumineux muni d'une lanière multicolore aux couleurs de l'arc-en-ciel fluorescent. Et voilà, je crois que ça n'a aucun autre intérêt que d'être lumineux. 旅客朋友们，火车速度快了，在列车上行走的时候， The couchette comes with hot water and a small garbage can. Simply peel back, dump your spices, a little hot water, and away you go. Brilliant. Le chant monotone du chemin de fer me plonge dans mes pensées. Je me souviens de mon premier voyage au Mont Kailash au Tibet en 1995 avec mon frère Thomas. Nous avions peu de moyens et ce voyage fut le plus dur et le plus merveilleux. Certains voyageurs rencontrés là-bas aimaient nous appeler les clochards célestes. Mon frère était l'acolyte de toutes mes aventures. En 2001, alors que nous étions ensemble en Afghanistan, il est mort dans un accident de voiture. Depuis, l'envie de retourner au Mont Kailash m'obsède et je veux à mon tour partager avec mes amis la magie de ce lieu. Arrivé à la gare de Dunhuang en pleine nuit, nous sommes au milieu du désert. Nous réveillons un chauffeur de taxi endormi pour nous conduire à l'oasis, à 200 km de là, à travers le désert du Taklamakan. Le mot Dunhuang me fascine depuis l'enfance. Nous venons voir les grottes des 1000 Bouddhas qui datent du 8e siècle. Plus que quelques heures. Premier pas sur la route de la soie. Elle n'est pas bordée de soie, mais de sable. Arik photographie ses premiers paysages. On est dans le Taklamakan. Tu me le redis un coup? On est dans le Taklamakan. Can you hear me? Après quelques heures de voiture sur une route en ligne droite, nous distinguons au loin l'oasis de Dunhuang. Un ingénieux système d'irrigation millénaire permet à l'oasis de rester vert toute l'année. Nous filons directement aux grottes. La voiture longe la falaise creusée il y a 1300 ans par les moines troglodytes. Le site me rappelle la vallée de Bamiyan en Afghanistan, où j'ai travaillé en 2001. Mais ici, c'est le désenchantement. Je découvre avec effroi que le site a été transformé en parc d'attractions, avec tourniquets, hôtesses et majorettes. À Bamiyan, je circulais librement. Ici, le guide est imposé. Braqué, je préfère en voir le moins possible et garder la magie du nom intacte. La réalité des lieux est dans la poésie, la peinture, l'idée qu'on s'en fait ou les mots pour la décrire. Nous déjeunons dans l'un des nombreux restaurants de cette attrape touriste. Ça fait rire ça, hein. Notre chauffeur, indétrônable optimiste, propose de nous conduire vers une autre curiosité, à quelques heures de route. Et là, quelle déception. Un Bouddha en carton pour le touriste en manque de sensations. Plus une minute à perdre. Le Kailash nous attend. Kailash, Thomas, il est là-bas. Tu m'entends? Ouais, je t'entends le prendre aussi. Nous
Profitons de ces quelques heures buissonnières avant de reprendre la route vers l'ouest et la prochaine oasis de la route de la soie, Turfan. Le chauffeur que nous avons trouvé a une bonne tête. Surprise de modernité, le pare-soleil cache un écran LCD et un lecteur DVD est intégré à la voiture. Un film publicitaire nous vante une dernière fois la splendeur des grottes de Dounou. Mention DTS. La pureté du désert me réconcilie avec cette région. Gengis Khan campait ici il y a 13 siècles. Retour au temps présent. Nous avons quitté notre boîte de nuit roulante et le techno-driver à la gare. Nous filons vers Turfan, dans le Xinjiang, à 700 km d'ici. Alors là, on est dans le train et Arik est en train de se prendre la tête derrière avec la contrôleuse. Parce qu'on est assis là, mais notre couchette est là-bas. Et donc ça veut dire qu'elle croit qu'on va dormir là. Les Chinois sont stricts et disciplinés. Mayo! Mayo! Maintenant, elle boude. Alors, elle tourne le dos à tout le wagon. C'est à cause de nous. Turfan est notre deuxième oasis de la route de la soie. Nous pénétrons ici dans la province turcophone du Xinjiang. Nous voyons peu de Ouïghours, l'ethnie musulmane majoritaire, et aucune mosquée à l'horizon. Turfan est la ville la plus continentale du monde, c'est-à-dire la plus éloignée de tout océan. Étrange ville millénaire mutilée par le modernisme à la chinoise. Dire que les oasis de la route de la soie me faisaient rêver. Vivement le Tibet. Turfan est aussi la capitale chinoise du vin. Pour tout amateur de vin, préférez la bière, à moins que l'arrière-goût de Porto ne vous rebute pas. À 10 km à l'ouest de Turfan, nous allons voir l'ancienne cité de Jiao. Datant du IIe siècle avant notre ère, il s'agit du plus grand site archéologique à ciel ouvert au monde et le mieux préservé. Il est classé depuis plusieurs années au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cité est un oppidum ou une acropole. Une ville élevée avec des canyons de chaque côté. Un site défensif naturel. La large vallée en contrebas profite des alluvions des Tian Shan, les montagnes du ciel, toutes proches d'ici. Un ticket d'entrée mais une visite libre. On déambule à sa guise parmi les ruines de temples, de pagodes, de blocs résidentiels et de rues. Le site poursuit son érosion lente sous le soleil et les étoiles depuis plus de 2000 ans. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vivaient dans ces lieux il y a bien longtemps. Dans le souffle du vent, je devine les bribes de ces murmures oubliés. Le silence est habité.
Après quelques heures contemplatives, nous regagnons Turfan, puis la gare, puis le train encore. Direction l'oasis de Koucha, à près de 500 km d'ici. Nous sommes au cœur de la célèbre route de la soie. Entre la Chine et l'Occident, par l'intérieur du continent, il y a d'immenses déserts, le Taklamakan ou le désert de Gobi. Au milieu de ces déserts très arides, de gigantesques montagnes réussissent à condenser le peu d'humidité qu'il reste dans l'air. Au pied de ces montagnes, un itinéraire naturel, la route de la soie, qui passe d'oasis en oasis. Ces oasis s'appellent Kashgar, Turfan, Dunhuang, Samarcande ou Bukhara. Ce qui est important dans l'expression route de la soie, c'est le mot route. La soie n'est qu'un élément parmi bien d'autres ayant circulé ici. Alors qu'Arik tente d'apprendre à cet enfant à compter en anglais, nous découvrons qu'en Chine, compter avec les mains est totalement différent. Le 1 est un 2, le 2 un 3, le 3 un 4, le 4 ne ressemble à rien. Nous avons le 5 en commun. Le 6 est le salut des surfeurs, le 7 est étrange, le 8 mime un flingue, le 9 un crochet, et le 10 sollicite l'autre main. Un vrai dialogue de fou. That's what it's all about. You too. Yeah. Le lendemain matin, nous arrivons à Koucha. Je regarde la tête des gens, et à part l'armée d'occupation chinoise et les colons Han, je ne vois que des barbus, des hôtes turbanés qui n'ont rien de chinois. En effet, à Koucha, je suis plus près de la Méditerranée que de Pékin. Ces barbus sont des Ouïghours, turcophones et musulmans. Nous sommes dans l'Asie centrale chinoise, longtemps appelée le Turkestan chinois. Turkestan, c'est le pays des Turcs. Récemment, des révoltes ont eu lieu au Xinjiang et l'État chinois a frappé fort, emprisonnant de manière plus ou moins arbitraire plus de 2000 Ouïghours suspectés de rébellion contre le régime. Le pays ouïghour est comme le Tibet, une région autonome où les Chinois pratiquent une colonisation de peuplement. Les deux langues officielles sont le mandarin et l'ouïghour. Si on veut rester balayeur, on parle ouïghour. Si vraiment on veut devenir médecin, ingénieur ou professeur, il faut parler aussi chinois. Ici, les modes de transport sont variés. Au choix, calèche, rickshaw motorisé, taxi et encore mieux, les pieds. Nous nous rendons au marché, découvrir les spécialités locales. Ah, great. Cardamom. A little pepper. Ici, on trouve And de there's tout. ginger. Des fruits secs, quelques épices, des reptiles séchés, s'il vous plaît. Serpents, lézards, très bon pour libido, monsieur. Smash it up. J'achète un lézard. Il s'appellera Barnabé. Il me suivra jusqu'à la fin du voyage. Aujourd'hui, il a pris ses quartiers dans la cuisine de mon appartement à Paris et surveille mes faits et gestes.
Barnabé est un peu vexé d'avoir quitté son étalage pour 3 blancs-becs. Grognon, il scotche devant la télé. For today's culinary experience, we're going to be making powdered snake and lizard tea. Now, this is a very special tea passed down for generations in my family, and when I like to make snake head powdered lizard tea, I like nothing but the freshest ingredients, and the Kusha market has been the best place to find all of that stuff. Cardamome, poivre noir, anis étoilé, gingembre frais, clou de girofle, cannelle, thé, sucre et poudre de lézard et de serpent frais. Messieurs, voici la nouvelle recette de la boisson énergisante Made in China. Honey, tea's ready. Make me strong. Mon père était à Kutcha il y a une vingtaine d'années. Il m'a indiqué l'endroit sur une carte. Une zone aride et désertique, calme et minérale, d'où jaillit du sol d'immenses arêtes de pierre fouettées par un vent brûlant. Roches, sable, vent, chacun de nous peut digérer son thé aphrodisiaque loin de l'autre. Je trouve un paysage à dessiner et me concentre quelques heures sur un sujet complexe. Le travail photographique d'Arik s'inspire de celui de Ansel Adams, qui faisait des photos extraordinaires de sujets a priori sans intérêt, comme des cailloux dans un désert. Dans ce décor aride, il a tout le loisir de s'exercer dans ce domaine où il excelle. Nous sommes dans nos éléments. Les seuls habitants que nous croisons sont des congénères de Barnabé et une chèvre morte. Après quelques jours d'errance, nous regagnons Kutcha pour prendre le train direction Kashgar, à l'extrême ouest de la Chine. Il y a des noms qui, pour une raison ou pour une autre, ont toujours échauffé les imaginations. Kashgar, comme du reste Samarcande ou Katmandou, sont à la fois des noms de villes et en même temps des mots qui font vibrer l'imaginaire. Kashgar signifie la caverne de Jade. Son nom m'évoque les grands explorateurs du 19e et du début du 20e siècle, qui étaient pionniers dans ces espaces mystérieux, presque inaccessibles à l'époque pour les Européens. Une fois encore, le vieux Kashgar est grignoté par la vision urbaine imposée par Pékin. Ici, un lieu incontournable est le Grand Marché. Kashgar étant à un croisement géographique, il est alimenté par tous les pays et régions alentours. Depuis près de 3000 ans, ce Grand Marché au cœur de la route de la soie voit défiler les caravanes, les matériaux divers venant de l'Est et de l'Ouest. Le
marché aux animaux, qui traditionnellement faisait partie du grand marché, a été déplacé à 10 km de la ville. Nous nous y rendons. L'ambiance générale, la tête des mecs, le dépaysement est total. Le Tibet se rapproche. Avant d'attaquer les hauts plateaux désertiques du Tibet, je décide d'aller chez le barbier. Petit plaisir devenu si rare dans mon pays. You look much younger. Avant le calme et l'air pur du toit du monde, dernière soirée à Kashgar, qui devient la nuit une sorte de Las Vegas ouïghour.